les participants vont continuer à nous rejoindre petit à petit. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette table ronde qui s'appelle « De quoi les émeutes urbaines sont-elles le nom ?» Bon, je crois que le titre est assez éloquent. On a vécu ces dernières semaines, au début de l'été, une période particulièrement difficile dans un certain nombre de nos territoires, suite au décès, à la mort du jeune Naël à Nanterre. Je salue d'ailleurs Nisrine Rezac-Bara qui est là, qui est adjointe au maire à la sécurité de Nanterre, qui est là avec nous cet après-midi. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a passé quelques jours très très difficiles. Et il était évident pour nous, sur cette université d'été, d'avoir un temps pour revenir sur cet épisode qui a été particulier par son ampleur. En quelques jours, ce sont plusieurs centaines de villes qui se sont, dont les centres-villes, les quartiers populaires se sont embrasés avec des publics, mais chacun reviendra un peu sur les particularités de son territoire, des publics parfois très très jeunes, des publics auxquels on n'était pas forcément habitué dans ce type d'émeutes, et des villes qui n'avaient jamais connu ce type d'embrasement, qui se sont retrouvés touchés par ces nuits de violence. Et donc on souhaitait, dans le cadre de cette table ronde, revenir sur ce moment difficile qu'on a connu dans notre pays, mais pas que. Et vous le noterez, le titre de cette table ronde vise à aller un peu plus loin que le simple commentaire finalement journalistique que l'on a tous vécu sur les chaînes d'information, et se poser la question, derrière ces violences urbaines, vous voyez qu'on a mis aussi émeutes urbaines entre guillemets. Je sais, pour avoir discuté avec certains dans la préparation de cette table ronde, que le mot émeute urbaine n'est pas forcément accepté tel quel. Je crois que ce sera intéressant d'y revenir. Donc c'était aussi l'idée d'avoir cette expression entre guillemets, parce qu'elle porte à débat. Et autour de la table, sur le plateau, pour évoquer ce sujet, mais une très très belle composition. Je suis très honoré de pouvoir l'animer, puisque nous avons Fathia Kelouachi, députée de Seine-Saint-Denis, porte-parole du Parti socialiste et secrétaire national à la politique de la ville, Abdellah Boudour, fondateur de la Dictée pour tous, Johanna Roland, maire de Nantes, présidente de France Urbaine et première secrétaire nationale déléguée du Parti socialiste, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole Montpellier-Méditerranée, Sandrine Joannet-Guillou, experte des sujets politiques de la ville en charge du développement local chez Paris Habitat et présidente de Profession Banlieue en Seine-Saint-Denis, Hélène Geoffroy, ancienne secrétaire d'État chargée de la politique de la ville de 2016 à 2017, maire de Vaux-en-Velin et vice-présidente de la métropole de Lyon. Et c'est d'ailleurs à Hélène que je vais céder la parole en premier pour ce temps de propos liminaire, pour une raison simple. Bon, déjà parce qu'elle est notre ancienne secrétaire d'État en charge de la politique de la ville, mais c'est parce qu'elle est aussi maire d'une ville qui est assez symbolique lorsque l'on évoque ces sujets de violences urbaines. La maire de Vaux-en-Velin, c'est une ville qui ne se limite pas à ça, mais puisque c'est le sujet de cette table ronde, je trouve qu'il était intéressant de pouvoir avoir ce retour d'expérience, la manière dont elle a pu vivre ces violences urbaines dans un territoire qui a malheureusement, et le Rhône globalement, été marqué par ces violences, et de pouvoir voir quel type d'action, comment nos élus socialistes réagissent. Et on l'a vu, ils ont nous avons notre propre particularité. Je suis moi-même élu, donc je parlais à la première personne du pluriel.
nous avons notre propre particularité sur la manière dont nous agissons sur le terrain. Et donc, je cède la parole à Hélène pour ce propos liminaire, pour rappeler le format à chacune et chacun. L'idée, c'est d'être entre 3 et 5 minutes, de manière à ce que l'on puisse avancer sur les sujets ensuite. Merci, Lounès. Je vais faire en sorte de respecter ces 3 à 5 minutes. C'est une table ronde, évidemment, importante après les moments que nous avons vécus fin juin, début juillet, et qui ont illustré une fracture supplémentaire que vit notre pays. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on détache totalement ces émeutes urbaines. Alors, j'entendrai les avis des uns et des autres. J'ai moins de soucis à dire émeutes ou violences urbaines. Je ne les détacherai pas forcément de l'ensemble des crises que nous connaissons depuis plusieurs années, parce qu'il y a une marque commune d'augmentation et d'aggravation de la façon dont se manifestent ou se produisent un certain nombre de crises. La première, assez emblématique, c'est celle des Gilets jaunes. Bien sûr, je ne m'y attarderai pas, je n'en suis pas... les banlieues ont la particularité de ne pas avoir connu les mouvements des Gilets jaunes, hein, donc avec pourtant son cortège de violence aussi. Une fois le côté légitime de la revendication passé, ça s'est transformé en mouvement avec des affrontements, avec la police également, ce qui prouve que cette question de tension dans le pays, de crispation, n'est pas l'apanage des quartiers populaires. C'est important, je le dis, parce que dans les explications qu'il y a eu ensuite, elles ont été extrêmement réductrices de ce qui se passait dans nos villes populaires. Nous avons vu déchaînement de violence pendant la réforme des retraites autour des manifestations qui ont frappé les cœurs des centres-villes, et encore une fois, les banlieues et les quartiers populaires n'y étaient pas représentés. Alors, et puis, nous avons d'autres mouvements, et je m'arrêterai là sur les manifestations, tout ce qui sont autour de celles et ceux qui défendent de façon, on va dire, extrêmement poussée les questions écologiques et qui se sont aussi retrouvés dans des affrontements avec la police. Ce qui veut dire simplement, et je développerai si cela vous intéresse ultérieurement, ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi à trouver les débouchés politiques aux colères et à ce qui s'exprime de frustration, de difficultés sociales notamment. Alors, ce que nous avons vécu dans les villes, alors je ne voudrais pas que l'on réduise Vaux-en-Velin à une ville qui connaît des émeutes, parce qu'en réalité, les seules vraies que nous avons connues, c'est 1990. Vous voyez qu'elles ont maintenant 30 ans, que les médias se souviennent pourtant de nous chaque fois qu'il y a une émeute quelque part en France, parce que 90, c'est le moment où est créé aussi le ministère de la Ville par François Mitterrand, à partir de ce moment-là, et que se développe un discours autour de la politique de la ville, mais on y reviendra aussi. Et donc, nous avons eu des jours difficiles, mais j'ai eu de la chance lorsque j'ai entendu un certain nombre de ce qu'ont pu vivre mes collègues maires, parce que nous n'avons pas eu de bâtiments détruits, l'équipe municipale n'a pas été menacée. Malgré tout, il y a eu des choses qui sont différentes, et je vais juste en dire un mot, parce que je vais dépasser totalement mes 3 minutes, c'est l'attaque systématique et presque, je veux dire, presque organisée des bâtiments partout, où il y a eu ces violences urbaines, qui est très nouvelle, parce que dans les phénomènes de violence, ils sont concentrés souvent dans le quartier où ça se passe, avec les habitants et les jeunes du quartier. Il y a une mobilité exceptionnelle d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, que tous les maires ont observé, ça c'est nouveau. Une attaque des bâtiments municipaux et des mairies qui ne s'était pas faite autrefois. Le commissariat de police, le poste de police municipale peuvent être plus classiques. Et là, nous avons vu les écoles et les bibliothèques qui ont été aussi concernées. L'extrême jeunesse, mais qui n'a pas duré, parce qu'au fil du temps, on a vu aussi des éléments plus, je dirais, plus âgés. C'est mêlé les questions de trafic de stupéfiants, et j'y reviendrai aussi. Et puis aussi, peut-être de l'organisation, parce que les élus ont aussi vu, puisque nous avons presque tous désormais des caméras, la façon dont étaient livrés les mortiers aux jeunes qui n'ont pas les moyens de les acheter, donc ce qui nécessite une voiture de l'organisation de les acheter et les livrer sur place pour affronter la police. Donc on est dans une autre forme qu'il faut analyser. Et je finirai en disant,
qu'il a fallu, et vous l'avez compris tous, au moment où, pour nous les socialistes et pour la gauche, il faut éviter 2 ou 3 écueils, on y reviendra. Le premier, c'est de se dire la politique de la ville ne sert à rien. La droite et l'extrême droite l'ont dit, mais je suppose que des camarades socialistes le pensent aussi. Et donc j'espère que dans cette table ronde, moi j'arriverai à vous convaincre qu'elle est utile et qu'elle peut et qu'elle fonctionne et que les difficultés ne sont pas celles de la politique de la ville. Il faut éviter il fallait obtenir le rétablissement de l'ordre. Ce que je vais dire ne va être pas populaire pour tout le monde, mais le discours de Jean-Luc Mélenchon a été désastreux de ce point de vue-là dans la façon qu'il a eu de s'exprimer, parce que les familles étaient terrorisées dans les quartiers populaires entre les gaz lacrymogènes, la peur que leurs enfants soient mêlés à ce qui se passait. Et donc, il faut faire attention, lorsqu'on veut se faire plaisir, à penser aux gens qui vivent les situations. Et donc, il fallait le rétablissement de l'ordre. Et attaquer la police à tout craint n'est pas la bonne solution, même si les études le montrent. Chaque fois qu'il y a des violences urbaines de cette ampleur, c'est qu'il y a eu un jeune qui a trouvé la mort dans un affrontement avec la police d'une façon ou d'une autre, etc. Donc, ce qui est un sujet sur lequel il faut évidemment se pencher, et sur ces relations police-population. Et puis l'extrême droite et une partie de la droite qui ont essentialisé le débat. C'est le deuxième sujet que nous avons et l'écueil dans lequel il faut éviter de rentrer, même sous l'effet de bons sentiments, en se disant c'est une affaire d'immigration et tout mélanger. Donc c'est le deuxième écueil qu'il faudrait éviter. Voilà. Et puis après, j'espère qu'on aura le temps de développer l'ensemble de ces éléments. Merci à vous. Merci beaucoup Hélène. Tu as un peu dépassé, mais tu as tout de même plutôt respecté. Pour une socialiste, tu étais plutôt exemplaire sur le respect du temps de parole. Donc je vais passer maintenant la parole à Abdallah Boudour, qui est fondateur des Dictées pour tous, qui est originaire d'Argenteuil et qui a commencé son engagement au niveau de sa ville et qui maintenant, mais ça on y reviendra aussi plus tard dans le débat, tourne un peu partout en France, dans les quartiers, pas dans des quartiers, dans les centres-villes, dans des zones, et on en parlera tout à l'heure parce que j'ai capté un échange entre Abdallah et Johanna, puisque je crois qu'il est venu aussi à Nantes, mais je crois qu'il est venu, je ne sais pas s'il est venu à Montpellier, mais j'ai l'impression qu'il est venu dans quasiment toutes les villes. Il est venu à Vaux-en-Velin, ça je le sais. Et donc, il était intéressant d'avoir votre retour et un peu votre vécu de cette période. Et aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé lorsqu'on a échangé ensemble pour préparer cette table ronde, la comparaison entre 2005, les émeutes de 2005 et celles d'aujourd'hui. Merci d'abord de m'avoir invité pour partager mon point de vue. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Abdallah Boudour, j'ai grandi, j'ai vécu à Argenteuil. Et j'ai connu les émeutes de 2005 parce que j'étais encore habitant du quartier de la Dalle, là où l'ancien ministre de l'Intérieur avait fait un passage quelques jours avant la mort de Bouna Ziyed. Et ce que je remarque, et la comparaison avec ces émeutes de 2023, j'étais sollicité en 2005 au quartier par les mamans pour récupérer les jeunes, pour aller chercher leurs enfants qui faisaient les émeutes. Et la plupart des jeunes, les plus jeunes, je veux dire, des émeutes, ils avaient 16, 17 ans. Et je remarque qu'en 2023, surtout dans le quartier, et ce qu'on a pu voir à travers les réseaux sociaux, c'est qu'on a des jeunes de 12 ans, 13 ans, qui faisaient des émeutes ou qui allaient piller en journée et le soir. Ces jeunes-là, ils n'ont aucune conscience des risques, aucune conscience de ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils suivent un mouvement, ils voient les réseaux sociaux. Aussi, ils se font manipuler par des plus aînés dans la ville. Et j'ai pu remarquer que ces émeutes-là, à Argenteuil, ils ont fait même quelques kilomètres pour aller en pleine nuit et piller un magasin d'électroménager. Moi, par rapport à la solution qu'on pourrait apporter, par rapport à cette cible-là des jeunes, et pour qu'on évite qu'il y ait toutes ces générations qui reproduisent la même chose, il ne faut pas les abandonner. Il se passe des choses graves, il se passe des violences. Donc les habitants des quartiers réagissent mal,
malheureusement, parce que je ne peux pas, et personne ne peut cautionner d'aller brûler la voiture de son voisin, ou le commerce et pousser des salariés qui sont habitants du quartier à être au chômage. Donc, il faut qu'il y ait une médiation, il faut qu'il y ait une sensibilisation, une prise de conscience auprès de ces jeunes-là, qu'il y a un risque de ce qu'ils font et où ils mettent les pieds. Parce qu'il se passe peut-être un fait sur la mort de Naël et tant d'autres dans différents quartiers, dans différentes villes. Et malheureusement, il y en a eu plusieurs sur plusieurs années. Mais il n'y a aucune cellule psychologique pour les jeunes des quartiers. Il n'y a aucun accompagnement pour les enfants des quartiers, pour les habitants des quartiers. Après ces trucs-là, on les laisse, on les abandonne. Et peut-être en retour des magasins, des voitures brûlées, on envoie des camions de CRS, des policiers, et même du RAID aux dernières émeutes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes? Qu'est-ce qu'on va faire plus tard pour ces jeunes? Et je pense qu'il faudrait plus de médiation parce que c'est ingérable. Quand je vous dis c'est ingérable, ces jeunes-là, avec les réseaux sociaux, si on ne les accompagne pas au quotidien, pas forcément que ce soit le ministère de l'Intérieur, tout le monde a son rôle. Le ministère de l'Intérieur, que ce soit la municipalité, avec les employés de proximité, les associations, que ce soit de différents domaines, culturels, sportifs ou autres. Si on ne les accompagne pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, chaque émeute ou chaque truc, ça va se reproduire. Et heureusement qu'il y a eu, je ne dis pas que c'est que ça, mais heureusement qu'il y a eu une coupure des réseaux sociaux parce que ça allait trop. Là, je parle des jeunes parce que je sais que les jeunes, on peut les sauver. Il y en a, ils ont le profil d'adultes et de voleurs. Eux, il faut les attraper et les condamner. Parce qu'il y en a, ils ont profité de ces occasions-là pour faire des choses. Moi, je parle vraiment de mon constat que les jeunes, on peut les sensibiliser. Et les parents, certains parents, dans certains jeunes qu'on volait ou qu'on brûlait, ils travaillent, ils sont nés en France. C'est des enfants de seconde, troisième génération. Donc, ils ont un bon cadre. Donc, ces jeunes-là, ils sont scolarisés. On peut les sauver, on peut les accompagner. Il ne faudrait pas qu'ils gâchent tout à suivre un mouvement ou à se faire manipuler à travers les réseaux sociaux ou autres. Merci Abdellah. Effectivement, la question des réseaux sociaux, et je vois qu'il y a beaucoup d'élus dans la salle qui ont été confrontés à cette problématique. C'est ce qui a accéléré finalement, ce qui a rendu ces 3-4 jours d'émeutes aussi intenses que la dizaine de jours de 2005, puisqu'on a vu, et je crois que c'est Hélène qui le disait, des jeunes qui passaient d'une ville à l'autre, et que finalement, la territorialisation que nous, on peut avoir en tête était obsolète et caduque. Et ça, c'était un véritable problème, notamment aussi pour les forces de l'ordre. Je passe la parole à Johanna, maire de Nantes, présidente de France Urbaine. Petit retour sur comment ça s'est passé à Nantes, et puis aussi peut-être comment, en tant que présidente de France Urbaine, il a fallu réagir auprès des maires. Merci, bonjour à chacune et à chacun. Moi, je voudrais commencer en ayant une pensée pour le jeune Naël, pour sa famille, pour ses proches, parce que c'est important qu'après le temps de l'émotion, on ait le temps de l'analyse. On est là pour ça, de la discussion, et en même temps, je crois que jamais, au grand jamais, on doit oublier que derrière ce qui s'est passé, il y a eu des vies brisées, et que dans nos quartiers, il y a aussi des vies pleines d'espoir, parce que je crois qu'il faut le dire aussi. Ce que je constate comme présidente de France Urbaine, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qu'on a entendu sur les chaînes d'infos continues, etc., il y a eu des situations extrêmement différentes selon les villes. Moi, j'ai vu des maires me dire, chez moi, c'était des très jeunes. D'autres me dire, pas du tout, j'entends ça partout à la télé et chez moi, c'est pas ça. J'ai vu des maires me dire, c'est les jeunes qui étaient à brûler. Et j'ai vu d'autres maires me dire, pas du tout. C'est des pilleurs, des gens du grand banditisme classique qui sont venus. J'ai vu des maires me dire les dealers ont soit manipulé, soit contribué à arrêter, et d'autres pas. Je m'arrête là, mais pour vous dire ma conviction profonde, c'est qu'il y a eu des situations très protéiformes et que je crois qu'on doit aborder ces questions avec autant d'humilité que d'ambition. En revanche,
je suis convaincue qu'il y a 3 fils rouges, quelles que soient les situations qui ont été présentes. Le premier, c'est le rapport aux violences policières. Moi, je fais partie de cette gauche qui assume les questions de sécurité. Je suis pour qu'on défende le pacte républicain. Je pense que assumer la sécurité, ça contribue à la bataille pour l'égalité. Mais justement parce que je suis de cette gauche qui assume la sécurité, qui ne dira jamais la police tue, par exemple, je dis aussi que le mot violence policière, quand il est là, on doit l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité absolue à ce qu'en 1 an, en France, il y ait eu 16 situations, quand en Allemagne, en 10 ans, il n'y en ait qu'une seule. Et nous, on est une organisation politique. On est une grande organisation politique. Et une grande organisation politique, elle doit faire des propositions politiques. J'en formule une, je le sais, elle ne fait pas consensus, y compris, je crois, autour de la table, parce qu'on a eu l'occasion d'en débattre. Je le dis donc avec le plus grand respect des positions des uns et des autres. Moi, je suis pour l'évaluation de la loi proposée par Cazeneuve. Ce n'est pas rejeter ce qui a été fait à l'époque, ce n'est pas critiquer ce qui a été fait à l'époque. Je fais partie de ceux qui défendent toutes les avancées, mais je crois que là, quand la situation est aussi grave qu'elle l'est aujourd'hui, on doit poser des actes en responsabilité. Le deuxième grand sujet qui, je crois, a été un fil rouge, et je vous le dis comme je le pense, camarades socialistes, je pense que sur ce sujet, on doit se battre à nouveau davantage. C'est la question du racisme. Je crois qu'on n'est plus assez offensif sur ce sujet-là. Je crois qu'on ne se lève plus assez. Je crois qu'on laisse passer trop de choses. La bataille politique, elle est précédée par la bataille culturelle, et je vous le dis comme je le ressens dans mes tripes, nous sommes en train de perdre cette bataille culturelle. Alors là aussi, je formule une proposition politique. Là aussi, je sais qu'elle ne fait pas forcément consensus, mais c'est la force d'un grand parti. Se battre pour l'unité et être capable d'exprimer nos points de vue dans le respect des uns et des autres. Moi, je suis pour que quand nous reviendrons au pouvoir, nous mettions en place le récépissé pour les contrôles d'identité. Tous ceux qui habitent dans les quartiers, qui y vivent, qui les connaissent, qui les aiment, et je crois que c'est le cas de tous ceux qui sont autour de la table. On n'est pas dans cette table ronde par hasard. On l'est parce que ces sujets nous touchent, parce qu'ils nous passionnent depuis longtemps, pour beaucoup d'entre nous, avant de faire de la politique. On sait tous qu'un jeune blanc est quasiment jamais contrôlé, et qu'un jeune arabe ou un jeune noir l'est de manière quasi systématique. Disons-le, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Et quand je débat avec certains camarades et qu'on me dit « Johanna, cette proposition, elle n'est pas possible. Tu as raison, mais elle est utopique. Elle est utopique parce que, je l'ai entendu, je le dis, les syndicats de police s'y opposeront. Je vous l'ai dit, chers camarades, quand on fait ça, ça veut dire que là aussi, on cède en amont sur la bataille du politique. Alors moi, je crois, on doit travailler, on doit le faire dans un esprit qui accompagne le travail de la police, parce que la police, on a besoin d'une police respectueuse et respectée, parce que moi, je vois aussi des fonctionnaires de police qui souffrent de cette situation, parce que je vois le métier qui est le leur. Il est difficile, il n'est pas reconnu. Ce type d'avancée, cette nécessité de courage politique nous aidera tous à avancer. Et puis enfin, le dernier fil rouge et la dernière proposition politique que je voudrais partager, c'est sur les inégalités et la politique de la ville. Je n'en peux plus d'entendre tout le monde répéter la même chose. Il y a eu trop de la politique de la ville, on fait que de l'urbain, ça n'a aucun sens. D'abord, quand on dit ça, on fait comme si la politique de la ville des années 90, des années 2005 et des années 2022 était la même. C'est pas vrai. Tous les maires ici font de l'urbain et de l'humain. On fait des maisons de santé, on fait des politiques culturelles, on fait des politiques sociales. Et quand on laisse la droite et l'extrême droite dire il y a eu trop de flics dans la politique de la ville, on ment aux Français. On ment aux Français, c'est moins de 1% du budget de l'État, la politique de la ville. Ça aussi, il faut le dire. Ça aussi, il faut le porter. Et là aussi, on aura besoin de courage politique pour dire est-ce qu'il y a des sujets auxquels on est prêt à s'enfronter. Et donc, je fais une dernière proposition. Dans le cadre du Congrès, j'ai formulé avec d'autres une proposition sur l'école. J'ai proposé que demain, la carte scolaire soit rendue obligatoire pour les collèges publics et pour les collèges privés. Parce que la fuite, l'incapacité de permettre à nos enfants de grandir ensemble, et c'est difficile, ne nous le cachons pas, parce qu'une partie, et je vais aller au bout, de l'électorat de gauche qui vote pour nous et qui nous dit « oui, vous avez raison de vous voter pour les inégalités », la nature humaine est ainsi faite, une petite incitation à ce que sa propre
tête blonde puisse aller dans le collège d'à côté. Je crois vraiment que sur ces sujets, on doit être à la hauteur de la situation qui est la nôtre. Enfin, et je conclurai par là, je voudrais aborder un dernier sujet qui est difficile à aborder, y compris entre nous socialistes. Je crois que nous sommes tombés dans le piège de l'opposition entre la France périphérique et la France des quartiers. Après la crise des Gilets jaunes, quand on est des maires de grandes villes, il fallait presque s'excuser d'être devenu maire de grande ville. Parce que défendre les grandes villes, ça aurait été oublier les campagnes et oublier la France périphérique. Nous, les socialistes, on se bat pour les plus modestes, les plus fragiles. Et un jeune d'un territoire rural, il a le même sentiment de relégation et d'abandon de la République qu'un jeune d'un quartier populaire. On a raison, ici à Blois, d'organiser un atelier avec un titre provocateur volontairement sur la France du périphérique. Et on a raison d'organiser un atelier pour comprendre ce qui s'est passé là. Parce que derrière se joue quelque chose de très important, qui est que derrière la crise de l'efficacité, trop de pognon donné dans les quartiers, est arrivée la crise de la légitimité. Est-ce que même on a raison de s'en occuper autant, en flattant les instincts qui seraient de dire finalement à trop s'occuper des quartiers, on ne s'occupe pas assez des autres Françaises, des autres Français. Je pense que c'est un sujet majeur, c'est un sujet magnifique. Et moi, je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui bossent dans la politique de la ville, remettons-nous en question, travaillons, on a commis des erreurs, on a des choses, mais ne laissez pas une secrétaire d'État donner sa première interview dans le JDD. C'est une honte. Dire que c'est la politique du chéquier quand toutes les politiques publiques sectorielles sont faibles et oser dire, eh bien, la première chose que je vais faire, c'est mettre moins de moyens dans les quartiers. Hélène le dirait mieux que moi, c'est quand même une comble quand on est secrétaire d'État à la politique de la ville. Merci, Johanna. On continue sur les sujets politiques de la ville, puisque je vais passer la parole à Fathia Kelouachi, députée de Seine-Saint-Denis et secrétaire, porte-parole et secrétaire nationale du parti aux questions de politique, au sujet politique de la ville. Merci Lounès, merci de me donner la parole. Alors je pense que Johanna a dit beaucoup de choses. Je vais peut-être plus me concentrer déjà sur le fait que je sois aussi élue dans ma ville de Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois, et comment nous avons vécu les émeutes et ces journées et ces nuits terribles. Pour moi, ça a commencé, malheureusement, quelques jours après la mort de Naël, par un message sur Snapchat, où les jeunes proposaient d'aller piller Rosny 2. Rosny 2, c'est le centre commercial de ma ville, et c'est un centre commercial régional. Cette proposition, c'était sous forme de challenge, très coloré, très, très amusant. Allez, chiche, allons piller Rosny 2. Cette proposition, elle était ciblée pour les ados, puisque Snapchat, c'est le réseau social des ados. J'ai tout de suite envoyé un SMS aux 3 commissariats de ma circonscription et ils m'ont dit oui, on est au courant. Bon, donc ils surveillaient bien les réseaux sociaux. Ils étaient au courant, sauf que le centre commercial, dans la même journée à 14h, a été pillé par des hordes, puisque c'est des gamins qui venaient de toute la Seine-Saint-Denis et même de l'au-delà. Il y avait des gamins du 94, des enfants du 95. Alors pourquoi j'ai dit des enfants ? Parce qu'après, j'ai fait le tour des commissariats et j'ai retrouvé en garde à vue des gamins de 12-13 ans. 12-13 ans avec des cellules de garde à vue qui ne peut comporter normalement que 2-3 ados ou 2-3 adultes. Et là, ils étaient 10, 11, 12. Peu importe, mais la réalité, c'est que ce centre commercial a été pillé par des enfants qui sont allés voler, et je suis très sérieuse quand je dis ça, des glaces chez le McDo. Donc, voilà, c'est totalement déraisonnable, fou, et ça n'a rien à voir avec 2005, pour moi en tout cas. Moi, en 2005, j'étais prof à Clichy-sous-Bois. Et donc, j'ai vécu et les émeutes, mais aussi j'ai vécu le couvre-feu, la tension. C'est pas du tout comparable. En 2005, on avait vraiment l'impression que c'était une révolte de la jeunesse qui se faisait contrôler systématiquement en bas de leurs immeubles, qui n'en pouvaient plus. Et la mort de Zinab et Bouna a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, quand on demande aux jeunes de 12 ans, 13 ans, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi tu as été volé des glaces chez McDo ou tu as essayé de piller Apple, quand même ? Ils me disent, ben non, c'était un challenge.
C'était un challenge. J'ai répondu à l'appel. On a eu aussi un autre profil, parce que nous, en Seine-Saint-Denis, on a eu énormément de dégâts dans nos services publics, notamment, par exemple, la mairie annexe de Saint-Denis qui a brûlé. Nous, notre mairie de Rosny-sous-Bois a été forcée. On a eu des centres sociaux. Enfin, bon, il y a eu énormément de dégâts. Moi, je pense que en France, il n'est pas normal de ne pas se sentir français quand on est né en France. Et aujourd'hui, ce sentiment de ne pas se sentir français, de ne pas se sentir enfant de la République, il est généralisé dans les cités. Moi, j'habite depuis toujours dans le 93, j'ai grandi à Montreuil. Et très vite, on comprend que si on reste le soir devant la mairie, avec des copains de Montreuil, on se fera contrôler 1 fois, 2 fois, 5 fois, 8 fois dans la soirée. Si on reste dans son petit pavillon chez soi, ou si on reste avec nos copains, mais on va un peu plus loin à Château de Vincennes, on ne sera pas contrôlé. Voilà, c'est intériorisé, et quand on discute avec les jeunes de Seine-Saint-Denis, puisque moi je suis prof, j'ai été prof 30 ans en Seine-Saint-Denis, ils nous disent: Madame, je ne me sens pas français. La France ne veut pas de moi. La France ne m'aime pas. C'est important comme message à entendre. Nous, socialistes, on doit l'entendre, ce message. Pourquoi ils ne se sentent pas français? Parce qu'il n'y a plus de services publics dans les cités. Dans les quartiers politiques de la ville, nous, la dernière poste qu'il y avait poste annexe qu'il y avait au quartier des Marnaudes a disparu très vite. Il n'y a plus aucun service public. Il n'y a pas de pôle emploi. Il n'y a pas de poste, et puis alors il n'y a pas, même le centre social se ferme à clé, c'est-à-dire le centre social qui est financé par les contrats de ville. Donc ça veut dire aussi que demain, s'il n'y a plus de contrats de ville, il n'y a plus de centres sociaux à Rosny-sous-Bois, ce qui est très dangereux, c'est une pente glissante. Ce centre social, il n'est ouvert que pour certaines personnes, c'est-à-dire que les gamins dans la cité qui s'ennuient, ils ne peuvent pas aller au centre social, ils ne peuvent pas aller faire des jeux de société parce qu'on ne les laissera pas rentrer. Et ces enfants, ces jeunes, qui ensuite deviennent de jeunes adultes, ne trouvent pas de travail, sont relégués à rester dans leur cité et s'ennuient terriblement et ne se sentent pas français, je le répète. Alors quand notre nouvelle ministre de la Ville, déléguée à la politique de la ville aussi, nous dit qu'on bosse beaucoup, qu'on dépense trop d'argent, quel est le message? Je pense qu'il y a un sous-entendu. On dépense trop d'argent pour les immigrés, pour les enfants d'immigrés et pour les pauvres. Voilà. Et que c'est de l'argent dépensé bêtement, inutilement. Or, je suis désolée, 400 millions par an pour 6 millions de personnes, c'est rien du tout. C'est peanut. Je vais juste finir en disant que nous devons être force de proposition. S'il vous plaît, hier, j'ai fait un atelier FNESER et je suis sortie un peu frustrée parce qu'on a fait du constat, beaucoup de diagnostics. Le diagnostic, on le connaît aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on soit force de proposition. Moi, proposons des choses simples. Remettre de l'humain. Remettre de l'humain. Au cœur des quartiers, on a besoin d'humains. On a besoin de services publics avec un accueil, avec de l'humain, avec une personne. On a besoin de police de proximité. Moi, je rêve du retour du policier qui fait un match de foot avec les jeunes. Mais il est où, ce policier? Il a disparu. Merci Sarkozy. Je rêve d'humains aussi, de médiateurs, plus de médiateurs. Ça marche. Pourquoi ne continue-t-on pas ainsi? L'humain, moi j'ai été prof, mes élèves, je faisais mon cours et après le cours, j'avais des discussions avec mes élèves et ils me respectaient énormément parce que je les écoutais. Voilà. L'humain est la base de notre société. Or, aujourd'hui, on a voulu tout numériser. On veut une police nationale qui ne rentre pas dans les cités. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où en plus, on ne peut plus revenir en arrière. Les préfectures nous le disent. Nous disent on ne peut pas revenir en arrière parce que les agents, ils sont partis. On les a licenciés ou on les a mutés. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut tout remettre à plat. Nous, socialistes, on doit réfléchir à des propositions intelligentes, saines et qui feront avancer la politique de la ville. Merci. Merci Fathia.
On enchaîne avec Michael Delafosse, maire de Montpellier. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je crois que c'est l'honneur du Parti socialiste de tenir un débat sur ce que l'on a surnommé les territoires perdus de la République, qui pour nous sont les quartiers populaires, où les gens sont chaleureux, aspirent à vivre dignement, voire réussir leurs enfants, et où, malgré tout, plein de choses sont grippées, mais on continue à œuvrer. Quand nous avons été reçus à l'Élysée par le président de la République, il y a eu 2 camps. Il y a eu un camp qui dit qu'il ne faut plus s'occuper de tout ça, les histoires de colonies, l'infamie, Copé, tout ça. Et le président y notait. Puis il y avait nous, en essayant, levant le doigt, un moment affligeant, abaissant de la République. On essayait de dire, mais il faut les médiateurs, etc., etc. Et le combat, il est devant nous. Il est devant nous. Et je parle comme maire à côté de 2 autres collègues qui consacrent dans leur budget de métropole, de ville, des moyens pour l'ANRU, pour la politique de la ville. Et faites une petite radiographie, cher Sébastien, qui dit, mais à Toulouse, maire de droite, quartier du Mirail, il n'est pas à mes côtés sur la stratégie de mixité scolaire. Maire de gauche, nous sommes là, nous essayons d'être là. Et je pense qu'il est important de se le dire. Et il y a des forces politiques qui ne s'intéressent plus à ça parce que dans ces quartiers, les gens votent moins ou ne votent plus. Ben nous, ce n'est pas grave s'ils ne votent pas ou ils votent moins. Peut-être qu'un jour, ils reviendront aux urnes. C'est notre travail, mais nous ne les abandonnerons pas. C'est pour ça que tous ici, nous sommes allés. Quand il y avait les émeutes, on y allait le lendemain. Moi, je pourrais vous dire, j'ai été renversé. Quand j'ai vu cette voiture brûler, un monsieur sortir de sa voiture à gare, en disant « Monsieur le maire, il faut faire l'état d'urgence ». Je lui dis « Comment ça ?» Ben non. Il me dit « Oui, mais moi, j'ai dormi dans ma voiture toute la nuit parce que je ne voulais pas qu'il la brûle, parce que c'est mon outil pour aller au travail. » La demande de protection était là, parfois irrationnelle, et peut-être des populistes pourraient s'en emparer. J'y viendrai en conclusion. Alors, cette affaire, de quoi les émeutes urbaines sont-elles le nom? Des territoires perdus de la République ou de l'éloignement de la République de certains quartiers dans ses principes? D'une police ou de fonctionnaires qui ne sont pas au rendez-vous de l'exemplarité que doit être de porter un uniforme, et il y a eu clairement des manquements, et ils doivent être sanctionnés, tout comme quand ils existent dans la police, dans l'enseignement, dans le statut de fonctionnaire commande des obligations avec des droits et des devoirs. Mais je veux le dire aussi, l'immense majorité des policiers, elle essaye de protéger la population. Et en ce moment même, dans une ville pas très loin de Montpellier, elle est à l'œuvre pour essayer de protéger après 2 drames. Et la demande de police, elle est forte. Et nous contribuons, chère Johanna, chère Hélène, avec nos polices municipales, avec notre police des transports, avec, pour moi, à Montpellier, la brigade du logement social, mais que la ville de Paris avait initiée, pour assurer cette protection aux côtés de médiateurs. Je voudrais quand même aller sur le constat. Excuse-moi parce qu'il faut qu'on se le dise. Il y a une jeunesse en situation d'errance absolue. Pas toute la jeunesse, mais il y en a en situation d'errance. Oui, quand on grandit et que sa maman est seule, comme me l'a dit un jour une dame, vous savez, monsieur le maire, il y a beaucoup de géniteurs, mais il n'y a pas beaucoup de papas, ça dit des choses. Et que, évidemment, quand nous créons des places de crèche, mais qu'on doit se battre avec la nouvelle coge de la CAF pour essayer d'avoir des crédits, pour réduire les inégalités de langage à la naissance, nous, les enfants de ces quartiers, sont les plus fragilisés. Mais là encore, électoralement, que c'est dur. Parce que, objectivement, quand les enfants atteignent les 3000 mots à 3 ans, comme les enfants dits des centres-villes ou des quartiers périurbains, enfin des zones périurbaines, comme tu le disais, ben on le voit qu'à 18 ans. Cette réalité-là est présente. Nous avons aujourd'hui une jeunesse avec des nouveaux mots que j'ai appris en devenant maire. J'ignorais, que vous ignorez peut-être, mule, chouf. Ils ont 14 ans, ils ont 13 ans. Ils étaient pour certains émeutiers ou des jeunes de 13-14 ans étaient émeutiers. Et que répondons-nous quand un enfant, un ado est sur une chaise en train de vendre de la drogue? Mais la République n'est-elle pas
de rappeler l'obligation scolaire, et nous ne le faisons plus, parce que les professeurs ne savent plus comment on peut accompagner ces jeunes, parce que la PJJ est très faible en termes de moyens. Mais nous le savons tout ça. En tout cas, il faut peut-être que nous le disions un peu fort, qu'il y a ces jeunes. Il y a un très beau débat qui a émergé sur le droit aux vacances. Mais à Montpellier, il y a des jeunes de ces quartiers qui n'ont pas vu la mer. Il y a Jean Viard qui a écrit, qui dit que la mobilité des jeunes s'est considérablement réduite. Et donc nous, la question de notre encadrement, des colos, des stages, on paye ça, mais on est les collectivités, on fait ce qu'on peut, etc. Ça, c'est une réalité. Et quand je dis éloigné de la République, de la République sociale. Et je pense que là, nous avons un enjeu majeur de priorité sur la jeunesse. J'ai pu déclarer dans la presse le calendrier scolaire de la réforme Blanquer, qui a contribué à ce qu'au mois de mai, il n'y ait plus l'école et qu'on se soit retrouvé avec des enfants qui, 2 mois avant la date officielle des vacances, n'aient plus de lieu de socialisation. Mais là, tous les prêchis, prêchats de Snapchat en virtuel, en voyous, en réel, mais ils travaillent. Parce que les enfants, les ados, tous, parfois conflictuels, quand on est père avec ses propres ados, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de structure. Alors moi, quand j'entends le président de la République qui dit qu'il faudrait reprendre l'école le 20 août, j'ai envie de commencer à lui dire « Faisons respecter le calendrier scolaire pour que la République s'applique pleinement et que chaque enfant puisse bénéficier des programmes. » Parce que là, ce qu'a été la déclaration du chèque odieuse, enfin de toute façon elle est nulle, elle, mais il est en train de se jouer quelque chose. On fuit le diagnostic et on essaye d'aller cultiver d'autres choses. Et donc nous devons ramener les termes du débat. Parce que, oui, c'est une tragédie, Naël, et tu as eu raison, Johanna, d'évoquer sa mémoire. Mais nous ne sommes qu'au début de la bataille pour la sociale dans les quartiers populaires. À Nîmes, avant-hier, un enfant de France, âgé de 10 ans, a été tué. Il a été tué dans le cadre d'un règlement de compte d'un fléau qui est en train de nous envahir. Très bon papier de Libé, coq en stock, dans nos villes. La drogue, qui est présent. Et on la voit tous. On sait où elle est, on sait comment. Et donc, quand on arrête un chauffeur de 14 ans, quelle réponse on lui donne en termes de sanctions éducatives et de projets de réinsertion? On sait répondre aujourd'hui à ça? On espère un peu de tige, un peu de PJJ. En fait, il n'y a pas de place. Et donc, allez, ça recommence. Et donc là, on va avoir des grands blessés sociaux et on va retrouver ces phénomènes-là. Et dans ces mêmes quartiers où ces forces de la drogue imposent un ordre violent qui terrorise les habitants et qui conduit ceux qui le peuvent à fuir et qui aggrave la ségrégation, nous avons aussi, par la faiblesse de la République, et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur l'humain, eh bien, nous avons une autre force qui travaille, c'est le communautarisme. C'est l'idée qu'on ne fait plus confiance dans l'institution des droits et des devoirs qu'est la République, mais on s'appuie sur d'autres forces qui peuvent être le communautarisme religieux, qui peut être le chef de clan. Et donc là, la République n'est plus dans sa promesse d'émancipation. Et je pense, mes chers camarades, que nous avons du pain sur la planche pour aller affronter ces vérités, pour continuer à porter les constats que nous avons, les moyens qui ont une efficacité. Ils ont une efficacité quand on tombe une barre, quand on arrive à travailler sur du relogement, et on parlera tout à l'heure d'éducation, je crois, s'il nous reste du temps, donc je vais raccourcir. Mais moi, je voudrais le dire, il faut remettre la République sur ses 2 jambes, de manière très forte, de manière, j'oserais le mot, comme des hussards, en disant que la République, elle doit avoir la jambe qui protège et celle qui émancipe. Et donc c'est la République sociale dont nous avons besoin pour ces quartiers avec ces spécificités. Et c'est pour ça que la phrase de, je ne sais pas qui, secrétaire d'État à la politique de la ville, elle est abjecte. Et c'est pour ça que la phrase prononcée par le chef de l'État en disant « nous allons en finir avec la politique du chèque » est très dangereuse. Parce que la politique du chèque, c'est les moyens publics qui doivent arriver pour protéger et pour continuer à émanciper et à lutter contre les inégalités
territoriale. Et quand nous convoquons la République, nous rappelons que ces serviteurs que sont les fonctionnaires qui, dans l'immense majorité, s'engagent, doivent être exemplaires, la police, les professeurs, les travailleurs sociaux, et donc une école qui fonctionne, une école qui marche. Voilà ce que nous, on doit essayer de dire. Mais nous ne sommes qu'au début du travail, parce que notre but, ce n'est pas de trouver une chronologie 2005, 2023, 2000 je ne sais pas quoi, c'est de faire en sorte que ces quartiers populaires vivent en paix et contribuent à ce que la France peut avoir de meilleur son énergie. Je vous remercie. Merci, Michael. Je vais passer maintenant la parole à Sandrine Jouanet-Guillou, qui est présidente de Profession Banlieue, qui est un centre de ressources sur la politique de la ville en Seine-Saint-Denis. Je crois qu'il y en a plusieurs dans d'autres, 20, ça couvre les 20 régions, enfin les 20 anciennes régions, j'imagine, sur l'ancien découpage, et qui a travaillé aussi en collectivité sur ces questions de rénovation urbaine, de développement local, actuellement chez un bailleur social qui est Paris Habitat. Je vous laisse la parole, puisque vous êtes une experte des politiques de la ville. En tout cas, je vous le disais au téléphone, on a la partie politique qui est celle des arbitrages, qui est celle du projet, qui est celle de la mise en action. Puis vous avez l'avantage d'avoir aussi cette casquette de l'exécution et de voir sur un département comme la Seine-Saint-Denis la réalité de cette exécution. C'était intéressant d'avoir votre retour là-dessus. On va essayer. Bien, merci d'abord. C'est pas facile de passer après vous. Hein. Waouh. Donc d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir invité avec ma casquette de président de Profession Banlieue. Et du coup, moi, je vais essayer de parler au nom des professionnels de la politique de la ville. Ce serait plus mon rôle. Donc, je vais pas revenir sur ce qui est Profession Banlieue. Tu l'as dit très clairement. Je rajouterais juste qu'on est un réseau d'acteurs de la politique de la ville, qu'on est transpartisan, qu'on travaille avec toutes les villes du département, quelle que soit sa couleur politique, qu'on travaille avec tous les acteurs de la politique de la ville sans distinction, c'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec les collectivités territoriales, bon, principalement évidemment, mais également avec l'État, les agents de l'État, avec les associations, avec les bailleurs, avec les habitants. Et notre rôle, c'est aussi de créer des espaces de médiation, de discussion, pour pouvoir dépasser ces clivages, dépasser l'émotion et essayer de construire des clés de lecture autres, pour les élus notamment aussi. Donc notre connaissance des quartiers populaires, elle nous vient vraiment de la vision des professionnels, puisque ça fait 30 ans que Profession Banlieue existe. D'ailleurs, on fête nos 30 ans cette année. Et c'est cette connaissance et cet accompagnement des professionnels qui nourrit notre connaissance. Donc, vous avez compris donc, cette parole des professionnels que je vais tenter de porter à cette table ronde. Donc, dans mon propos préliminaire, je souhaite revenir sur le titre de cette table ronde. On en avait parlé un petit peu au téléphone. C'est plus la sémantique sur le choix du mot émeute. Depuis 30 ans, et ça a été dit, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est toujours la mort violente d'un jeune homme immigré qui embrase les quartiers et tous les regards se posent sur ces quartiers. Et c'est donc cette récurrence des événements qui nous oblige à appréhender ces épisodes dans toute leur complexité. Et c'est là où je n'ai pas envie d'appeler pas comme des émeutes, parce que par essence, elles sont dépolitisées, les émeutes, mais comme des révoltes, en réaction à une situation vécue comme une injustice. Reconnaître la signification politique des événements, c'est surtout ne pas cautionner les violences. C'est juste refuser le simplisme, c'est juste refuser d'enfermer ces jeunes dans une position d'altérité radicale. Parce que ces jeunes, et je crois que vous l'avez dit aussi, ils font partie de la société française. Ils sont une composante de cette société. Donc, comprendre les causes, reconnaître, et vous l'avez dit aussi, de toute façon, vous êtes première ligne, hein, tous autant que vous êtes, que l'investissement public dans les quartiers, non seulement il n'est pas hauteur des besoins, mais
il est également bien moindre que dans les centralités. Reconnaître qu'il n'y a pas d'égalité territoriale, c'est pas pour autant excuser les violences, c'est donner des clés de lecture pour tenter de sortir de cette spirale. Et je rejoins aussi Hélène de ne pas isoler ces révoltes des autres épisodes contestataires, violents, les Gilets jaunes, Sainte-Soline. Parce que si la réponse punitive, bien évidemment, elle est attendue, bien évidemment, elle est nécessaire, ça ne peut pas être la seule réponse. Et on remarque que plus l'État a des difficultés à créer de l'adhésion collective pour faire société, plus il est autoritaire. Et donc, je vais aller assez vite. Et mon deuxième propos liminaire, ça concerne quelques réflexions sur la politique de la ville et sa remise en cause perpétuelle. Donc, vous l'avez dit aussi. La politique de la ville, c'est quand même une politique qui s'est construite sur les émeutes. C'est ce qu'on peut appeler, j'ai vu que tu l'avais mis aussi dans le titre, un peu une politique pompier, qui vient avec sa lance à coup de dispositifs pour essayer d'éteindre les incendies. Mais c'est avant tout une politique de discrimination positive. C'était l'idée de donner plus à ceux qui ont le moins. Mais il faut bien reconnaître qu'elle n'a jamais pu jouer pleinement son rôle. Car elle a toujours dû, vaille que vaille, tenter de pallier au manque d'investissement public dans ces quartiers. Et dans tous les domaines, et vous l'avez dit, que ce soit dans l'école, et on en reparlera, que ce soit dans la justice, dans la police, dans la santé, dans les transports, l'investissement public dans les quartiers et en deçà des besoins est bien inférieur à ce qui se joue au niveau national. Donc on demande à la politique de la ville, qui est une politique sectorielle, d'être aussi l'ensemble des politiques publiques structurelles. Et c'est tout simplement impossible. Comment, avec, et vous l'avez dit, 1% du budget de l'État, 550 millions, on peut rétablir des inégalités territoriales que vivent plus de 6 millions d'habitants en France. Il est certain que dans ces conditions, la politique de la ville ne peut pas échouer. Ce n'est pas elle qui porte cette responsabilité. Elle n'en a pas les moyens, puisque ce qu'on appelle du droit commun n'est pas au rendez-vous des quartiers. Et donc on connaît les problématiques. Ce n'est pas un problème de diagnostic qui se pose à nous. C'est plutôt un problème de volonté politique et de répartition des richesses. La question est quelle place on est prêt à donner aux quartiers populaires par rapport aux choix nationaux. Bon, pour finir, je voulais vous faire partager un peu, c'est un peu provocateur, c'est un peu un pavé dans la mare, mais c'est des réflexions qui émergent, qui sont émergentes au niveau de la communauté des professionnels de la politique de la ville. Alors, ça en tétanise 80%. C'est de se dire, et si la politique de la ville, que l'on rend responsable de tous les maux, n'était pas finalement l'arbre qui cache la forêt? Et est-ce qu'il ne faudrait pas couper cet arbre pour voir derrière? Et que derrière, donc, ce serait sortir de la politique de la ville pour mener ensemble des politiques structurelles qui produisent de l'égalité, de l'équité pour tous et qui puissent s'adapter au territoire et qui puissent être co-construites avec les gens qui la vivent. Ça émarge, mais ça tétanise parce qu'on sait ce qu'on a, on sait comment on peut agir dans les quartiers avec ces tombereaux d'argent qui sont déversés. Mais voilà. Merci. Et Hélène, alors on a fini la partie sur les propos liminaires. Je vous propose qu'on passe maintenant sur la demi-heure qui nous reste sur un temps d'échange, que vous puissiez réagir les uns et les autres aux différentes interventions sur 3 axes. Et je crois que finalement vos interventions les ont bien résumées. Un premier axe qui est celui de la politique de la ville. Est-ce qu'on est sur une politique pompier? Quelle efficacité a-t-on des résultats? On en discutait, c'est la politique, avec Sandrine, la politique finalement publique la plus évaluée. Donc, où en est-on? C'est une question de moyens. La question de la République, vous l'avez toutes et tous évoquée. Finalement, la République dans tout ça, la relation police-citoyen,
présence des services publics. Et je sais qu'en tout cas, lorsque l'on est élu dans une collectivité, à la tête d'une collectivité territoriale, c'est un souci de tous les jours de pouvoir maintenir des services publics et, autant que faire se peut, en créer des nouveaux. La présence des adultes dans l'espace public, qui finalement, comment on fait pour que, je crois que c'est Michael qui l'évoquait tout à l'heure, lorsque dans certains quartiers, on voit, tu parlais des choufs et des jeunes finalement qui étaient en errance, comment on fait pour que finalement l'espace public ne soit pas seulement occupé par ces jeunes, mais que des adultes, parents, animateurs, éducateurs spécialisés, médiateurs, forces de l'ordre, mais pas forcément que dans des situations conflictuelles, puissent, et c'est là qu'on revient sur la police de proximité, retrouver l'espace public. Et on terminera sur note positive. L'éducation nationale, j'espère positive, permet-elle encore d'être un levier d'émancipation? Et puisque Abdellah est là avec nous, la question de l'engagement associatif, finalement, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus dans nos quartiers. Il y a des projets qui se font, une vie associative qui fait vivre nos villes, pas que les quartiers dont sont issus ces projets, mais nos villes en général. Et je crois que ce sera intéressant d'y revenir in fine. Hélène, tu voulais intervenir à la suite de Sandrine. J'ai vu que le sujet t'interpellait. Parce qu'en fait, j'ai partagé tout ce qui a été dit, mais comme Johanna a aimablement lancé des débats en disant que nous n'étions pas tous d'accord, ça me semble important d'expliquer pourquoi nous ne le sommes pas tous. Parce que, mes chers camarades, permettez-moi de vous dire que, comme tous les Français, je crains que nous soyons atteints d'une forme de schizophrénie, parce que, à la fois, on est tous en train de se dire combien on plaint les quartiers populaires. Et moi, je pense que la première des choses, c'est de cesser de plaindre les quartiers populaires et d'en voir comme des victimes, mais de voir des hommes et des femmes qui sont en train de se battre avec parfois plus de vivacité que les autres, parce qu'il y a plus d'inégalités au départ, et que ce phénomène finalement un peu qui voudrait dire « oh c'est pauvre » est un phénomène aussi de mise à distance. Et je vais développer un peu cela avec quelques exemples. Mais je veux, avant de poursuivre, saluer François Lamy qui est arrivé. François Lamy est le dernier ministre de la Ville à avoir fait une loi sur la politique de la ville, 2014, 13-14, oui, c'est ça, le temps qu'on débatte longuement et qu'elle soit votée, 1 an. Ce qui veut dire que nous n'avons plus eu de loi sur la politique de la ville, voilà 10 ans maintenant. Ce qui est aussi, et je voulais en dire un mot, comment dirais-je, explique aussi l'état d'esprit du gouvernement actuel qui, sur donc un quinquennat et 1 an, n'a jamais saisi le sujet de la politique de la ville. Alors on peut le voir de façon positive, c'est que la loi que les socialistes avaient votée était tellement bonne que nous n'avions pas besoin d'en changer. C'est une lecture optimiste, mais je continue à dire que c'était une très bonne loi, François, parce qu'elle a relié les volets humains et urbains. Et quand j'entends dire que l'un et l'autre seraient déliés, ce n'est pas vrai. Johanna l'a fort bien dit. Nous avons écrit une loi pour dire qu'il fallait faire l'ensemble et qu'il fallait la participation des citoyens. Et c'est les conseils citoyens aujourd'hui qui ont été abandonnés. Enfin bref, on n'a pas le temps de le développer, mais c'est aussi une réalité là-dessus. Et donc, cela veut dire que depuis plusieurs années maintenant, il n'y a pas eu de discours et de propos et de vision sur ce que nous voulions pour la cohésion nationale et dans ce cadre-là, comment nous intégrions les quartiers populaires. Et donc, on met encore à distance les sujets aujourd'hui. Alors, je parlais de schizophrénie parce que je voudrais revenir sur le sujet des trafics de stupéfiants. Et encore une fois, je ne vais peut-être pas être totalement populaire parce que j'ai entendu l'enthousiasme pour les propositions sur la sécurité de Johanna. Alors, comme je ne les partage pas, je crains de ne pas être applaudie, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Nous avons un sujet majeur qui est celui de régler la question des trafics de stupéfiants. Et c'est là que vient la question de schizophrénie,
parce qu'enfin on en parle dans le pays entier, parce qu'il ne concerne plus seulement, si je puis dire, les quartiers populaires, parce que ça a été très confortable pendant très longtemps. Il n'y avait des points de deal et des dealers et des règlements de compte que dans les quartiers les plus pauvres, c'est-à-dire ceux où les gens ont les plus de difficultés, et que partout ailleurs, cela finalement était bien confortable d'une certaine façon, puisque, je tiens à le dire et j'en arrive à la schizophrénie, les consommateurs en revanche ne sont pas dans les quartiers populaires. Et donc il faut mesurer dans votre entourage et votre environnement. Je dis parce que forcément, vous connaissez des consommateurs de cannabis, forcément. Je n'ose pas penser d'héroïne ou de cocaïne, parce que quand il y a 18 millions de Français qui consomment, 18 millions de Français qui consomment et qui sont en train de contribuer à gangréner nos quartiers populaires. Alors moi, je veux bien qu'on dise les pauvres des quartiers populaires, mais cessez de consommer, ça nous facilitera la vie, parce que les points de deal sont chez nous et les consommateurs sont ailleurs. Et je vais poursuivre quelque chose d'encore moins populaire. Je suis contre la légalisation des stupéfiants, parce que c'est encore une façon de donner bonne conscience à ceux qui consomment, qui ne seront plus embêtés, pendant qu'on laisserait l'héroïne et la cocaïne continuer à gangréner nos quartiers, puisqu'il n'y a que le cannabis qui serait légalisé. Ça veut dire ce qui concerne une bonne partie de la population qui va bien et qui consomme du cannabis. Alors dites honnêtement, ceux qui veulent la légalisation du cannabis, nous la voulons pour consommer en paix, mais ne dites pas que c'est pour aider les quartiers populaires, parce que ce n'est pas vrai et que cela ne fonctionnera pas. Et je poursuis pour notre côté schizophrénique, excusez-moi, mais alors, sur la question de la police, moi je récuse le terme de violence policière. Je dis en revanche qu'il y a des policiers dont le comportement nécessite que des enquêtes et que les sanctions puissent être prises de façon plus exemplaire. C'est une évidence. Moi, je plaide depuis un certain temps pour que nous puissions avoir une capacité à juger, à poursuivre de façon peut-être plus affirmée et d'y dédier un procureur sur ces questions liées au décès suite à des bavures policières. Il est évident qu'il faut le traiter de façon... d'une façon plus affirmée et donc pas et d'une façon qui puisse rétablir le lien de confiance, outre tous les sujets sur lesquels on sera tous d'accord en termes de formation. Sur le récépissé, moi je veux bien qu'on en parle, on n'a jamais été capable de le mettre en place et on ne le mettra jamais en place. Quel est le sujet ? Quel est le sujet de fond ? Aussi sur les contrôles d'identité. Évidemment qu'ils sont plus importants dans les quartiers populaires. Évidemment que c'est un problème. Évidemment que dans les quartiers populaires, vous avez toute la diversité de la France et évidemment que nous nous retrouvons face à un contrôle qui interroge qui finalement se raccroche à l'apparence de chacun, sa couleur, etc. Mais la réalité, c'est que nous avons aussi les points de deal. Et donc la réflexion que doivent avoir les socialistes, c'est comment nous démantelons les points de deal avec d'autres outils que le contrôle d'identité. Parce que moi, quand je rencontre la police nationale, et que je dis, voilà, les habitants viennent me voir, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux de façon sereine parce qu'il y a un point de deal dans leur entrée, devant la porte. Et vous savez ce que nous avons vécu à Vaux-en-Velin il y a 6 mois maintenant, et voilà, où les habitants ont été meurtris profondément. Que me dit la police ? Elle me dit, il y a des jeunes qui sont assis là. Il n'y a aucune loi qui interdit à des jeunes d'être installés devant la porte et l'entrée du point de deal. Donc le seul outil que nous avons, Madame la maire, c'est d'aller les contrôler. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je dis, écoutez, ne les contrôlez pas, parce qu'effectivement, si vous les contrôlez, ça veut dire que vous attaquez les jeunes des quartiers populaires. Et donc, que fait-on ? Et donc la question que l'on doit se poser en tant que maire, la question en tant que socialiste, pardonnez-moi, parce que moi, en tant que maire, qu'est-ce que je dis ? Moi, je demande au ministre de l'Intérieur, au gouvernement, de démanteler les points de deal et de les empêcher de se réinstaller. Mais en tant que socialiste, quelle doit être ma réflexion ? C'est pas de me faire plaisir en disant ce serait bien que on soit dans un monde meilleur. C'est de dire quels outils. C'est ça notre réflexion. Moi, je ne suis pas juriste de formation. J'ai pas de formation en sécurité, même si je me suis, comme Michael, largement perfectionnée. Moi aussi, j'ai appris plein de mots. Sur les guetteurs, sur les tarifs, sur un ballon qui veut dire qu'il y a un point de deal. Moi, j'ai appris plein de trucs comme ça. J'ai appris quand on démantèle un point de deal, comment il se reconstitue. J'ai appris tout ça. Mais ce que je ne sais pas encore, et c'est la réflexion des socialistes,
c'est quelle est la façon opératoire dont nous travaillons, dont nous démantelons les filières, dont nous démantelons les points de deal, dont nous donnons des outils à la justice pour arrêter les trafics qui se font en dehors des contrôles d'identité, parce que pour le coup, comme Johanna, je pense que c'est délétère que ce soit le seul moyen de fonctionner. Mais c'est là et c'est pour ça que je vous mets au défi de me dire qu'aucun d'entre vous n'a appelé la police pour faire enlever des jeunes qui squattent devant chez lui ou devant chez elle. Si vous avez été concernés, vous l'avez fait et vous avez été content qu'ils soient contrôlés. Donc, chers camarades, cessons d'être schizophrènes, s'il vous plaît, et réfléchissons désormais sur le fond, parce que nous, notre vocation, c'est d'aller gagner des élections. Alors, si nous voulons gagner des élections, il faut dire les choses que nous allons pouvoir faire et dont nous sommes sûrs qu'elles vont fonctionner. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Moi non plus, je n'ai pas toutes les solutions, mais on est plusieurs maires à avoir sûrement plein d'idées qu'il faut que nous mettions en commun. Puis dernier point, parce que je ne suis pas sûre qu'on me redonnera la parole après ce que j'ai dit. Je suis jamais sûre. C'est pas juste, Hélène. Je vais mettre Lounès. Non, je sais que c'est pas juste ce que je dis. Simplement sur la suite, sur la question de ce que nous sommes, les habitants enfin ce que nous, comment dirais-je, de ce qui pourrait être porté par notre belle et grande de famille politique dans les temps qui vont venir. Ça va être très difficile de défendre les quartiers populaires, parce que la tendance aujourd'hui est de dire. Et au fond de vous, je suis sûre que certains sont en train de se dire, malgré tout, il y a des immigrés, il y en a qui sont venus dans les quartiers populaires, on les a vus brûler, piller, qu'est-ce qu'on a raté, est-ce que finalement il ne faut pas arrêter l'immigration, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec Fathia qui dit, finalement, les jeunes ne se sentent pas français. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette assertion, je vous le dis aussi franchement. Qu'en revanche, quand on vient poser la question à un jeune qui dise, parce qu'il aime bien provoquer, je ne suis pas français, sûrement, et je ne te fais pas le reproche de le dire, parce qu'effectivement, certains l'ont dit, mais est-ce qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils ne se sentent pas français? Moi, je ne le pense pas. Eux, les jeunes dont nous parlons, sont comme tous les autres jeunes en France. Ils sont inquiets de l'avenir de la planète. Ils se demandent s'ils vont trouver du travail en France, s'ils vont pouvoir construire leur vie, se marier, trouver un logement que plus personne ne trouve. Les jeunes n'arrivent plus à cohabiter dans nos quartiers populaires, mais c'est sûrement vrai ailleurs, mais je l'expertise des quartiers populaires. Ils sont obligés de rester chez les parents avec leurs conjoints, les enfants. C'est ça les sujets sur lesquels nous devons pouvoir travailler et donner ces conditions d'émancipation. Et enfin, parce qu'on ne l'abordera pas du tout, je ne reviendrai pas sur les questions d'éducation, d'autres le feront. Moi, je pense qu'il nous faut parler des questions, je le fais beaucoup dans ma ville, d'histoire et de mémoire. Nous avons un sujet sur lequel nous, les socialistes, nous pouvons travailler, sur la conviction que nous pouvons partager les mémoires parfois diverses, éclatées, meurtries, douloureuses, pour construire un destin commun. C'est ça l'urgence, de mon point de vue, que nous devons porter. Nous avons plein d'histoires dans les quartiers populaires, plein d'histoires. Elles sont souvent des histoires d'exil, mais ce sont des gens qui ont choisi la France. Moi, j'aimerais bien qu'on se le dise de plus en plus souvent. À un moment, la droite et l'extrême droite sont en train de dénier aux habitants des quartiers populaires le droit d'être français. Donc, cessons de dire qu'ils ne se sentent pas français, parce que comme ça, on nourrit le discours de Ciotti que j'ai entendu dire. Les grands-parents, ils étaient bien, ils se sentaient français, ce n'est pas le cas des petits-enfants. Faisons attention à ce que nous disons. Nous sommes français dans les quartiers populaires, totalement, pleinement français, et nous ne le revendiquons. Mais en revanche, il nous faut dire quelle est notre histoire et en dire les zones d'ombre et les zones de lumière, c'est une évidence. Et donc ça se travaille. C'est difficile, c'est compliqué. Nous n'avons toujours pas absorbé la guerre d'Algérie dans notre pays. Je le dis d'autant plus que je suis une autre part de l'histoire de France qui a aussi ces questionnements dans les Outre-mer. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est comment collectivement nous écrivons l'avenir en disant ce que nous sommes avec nos racines. Nous avons besoin de nos racines et notre attachement commun à la République. Et c'est pour ça que moi, je pense que les socialistes ont quelque chose de particulier à dire, parce que nous sommes les seuls à porter l'universalisme en bandoulière et dans le cœur. Nous sommes les seuls à dire à toutes et tous, vous êtes Français sans condition. Nous sommes les enfants nous sommes les héritiers de la République. Et je voudrais vous le dire, parce que vous n'avez pas tous cette référence historique en tête, nous sommes le pays qui, après cette histoire douloureuse de l'esclavage, après son abolition,
a fait de tous les hommes, dès la première abolition, puis la deuxième, parce que je rappelle, ça a été rétabli, à la deuxième abolition, et Victor Schœlcher le dit fort bien, a fait des hommes et des femmes qui étaient esclaves la veille de l'abolition, le lendemain des citoyens à part entière, sans distinction aucune avec ceux de l'Hexagone. Alors, c'était la théorie. En pratique, ça a été les choses... Je ne sais pas si tout est achevé, mais en tout cas, cela veut dire que nous avons cet héritage-là, et c'est celui des Républicains. Voilà ce que je voulais dire, mes camarades. J'ai été longue, mais j'avais beaucoup de choses sur lesquelles répondre. Merci. Merci Hélène. Johanna a demandé la parole, puis Fathia. Merci Hélène. Je crois que c'est riche qu'on puisse, à une table ronde socialiste, et dire nos points d'accord et dire nos points de désaccord. Je vais donc commencer par nos points de convergence. Le premier, je partage avec Hélène, et elle le sait, cette idée qu'on doit sortir de quelque chose que la gauche a parfois pratiqué, une forme de paternalisme. Je ne connais pas trop le mot au féminin, mais celles et ceux qui se battent pour la dignité des hommes et des femmes dans nos quartiers ont cet élément en tête. Je partage un deuxième élément, il est factuel. 38% de la part de marché du trafic de stupéfiants en France, c'est la cocaïne. Donc, que soient nos positions aux uns et aux autres sur les sujets de légalisation, et tu remarqueras, Hélène, que je ne les ai pas abordés, quelles que soient nos positions et quelle que soit la position que le parti prendra, ayons cette réalité en tête. Des propositions, nous en avons. J'en cite une, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent sur ces sujets à l'intérieur du parti. Il faut le dire, je pense à Florent Vadillo et plein d'autres. Il y a aussi une nouvelle génération qui travaille, qui fait des propositions. Je donne un exemple très concret. Tout le monde le sait, on a en France un service de renseignement qui est dédié, et c'est bien logique, à la lutte contre le terrorisme. Tant qu'on n'aura pas un service de renseignement spécifiquement lié à ce qui se passe en amont sur le trafic de stupéfiants, il y a une chose qu'on n'arrivera pas à régler. Parce qu'on ne peut pas demander à la police judiciaire de faire et l'amont et l'aval. C'est pas vrai. Les professionnels nous le disent. Donc allons aussi sur ce champ de propositions très concrètes. En revanche, je le redis, j'ai un point de désaccord majeur avec toi, ma chère Hélène. Je l'ai dit tout à l'heure, je le réévoque. Jamais je ne dirai la police tue. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon a commis une faute politique et même une faute morale en prononçant cette phrase. En revanche, je suis maire de la ville de Nantes. Et je vais vous citer deux noms. Un que vous connaissez peut-être, l'autre que vous ne connaissez certainement pas. Le premier, c'est Steve Maillot-Canisso, mort dans la Loire, à la suite d'une charge de police. Le deuxième, c'est Aboubacar Fofana, mort au Breil. Eh bien, quand j'ai été voir la maman, et contrairement à d'autres, moi je l'ai fait sans caméra, sans BFM TV, je dis ça sans, je ne sais pas si certains ont regardé la télé aujourd'hui, sans aucun rapport avec les événements d'aujourd'hui. Parce que je crois que sur ces sujets, il y a la communication et l'instrumentalisation. Je ferme la parenthèse. Je crois que nous, la gauche, nous les socialistes, on doit à la fois dire qu'on assume les sujets de sécurité, qu'on se battra pour la sécurité, que quand on fait le choix que notre université d'été, elle s'adresse aux classes populaires, qu'on dit même retour et reconquête des classes populaires, qu'on confie à Sarah Kerrich et à Philippe Brun le fait de nous aider à réfléchir sur ce sujet, pour les reconquérir, on doit parler sécurité, on doit assumer la sécurité, ça fait partie de la protection, mais on ne doit pas avoir de tabou. Alors moi je le dis, oui, il y a des violences policières dans ce pays. Il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut l'assumer. Et je crois qu'il faut le dire en gravité, en responsabilité, en saluant le travail de l'immense majorité des policiers. Michael l'a fait, mais je crois que si on veut défendre, si on veut gagner demain, on doit avoir aucun tabou. On doit dire ce que le Parti socialiste pense sur l'immigration. Si on veut reconquérir les classes populaires et les quartiers, on doit dire quelle est notre position sur l'immigration, particulièrement quand le président de la République vient d'annoncer au point qu'il n'hésitera pas à utiliser le 49.3 dans le projet de loi immigration qui s'annonce. Quand même, chers amis, chers camarades, rendons-nous compte de ce qui est en train de se passer. Et puis, je voudrais évoquer deux sujets qu'on n'a pas du tout évoqués jusqu'à présent. Le premier, c'est celui de l'emploi, parce que je crois qu'il joue énormément. Certains disent on est en France quasiment au plein emploi, dans certains endroits, dans certaines villes. C'est le cas de la mienne, c'est presque le cas. Sauf que même dans les villes où on est quasiment en plein emploi,
le taux de chômage des jeunes de 25 à 35 ans, dans nos quartiers, c'est encore 20, 30 ou 40%. Est-ce qu'on se rend compte du gap? Alors plutôt que de tous répéter la politique de la ville, c'est de l'urbain et pas l'humain, en oubliant 15 ans des dernières années de politique de la ville, je crois qu'on devrait s'interroger sur un sujet un peu technique, mais que je l'évoque quand même. On met beaucoup d'argent dans l'investissement. L'investissement, pour celles et ceux qui ne suivent pas le détail, c'est quand on construit un bâtiment. Mais un bâtiment, ça peut être une maison de santé, ça peut être un gymnase, ça peut être une école. Par contre, ce après quoi courent tous les maires, ce sont ce qu'on appelle les moyens de fonctionnement. Parce que l'investissement, c'est une fois. Le fonctionnement, c'est tous les ans. C'est ce qui nous permet de soutenir Dictée pour tous. Et moi, je le dis parce que j'ai au Dervalière une association, Faites le Mur, qui s'est engagée avec vous. On en a parlé tout à l'heure sur ses côtés. Parce que c'est soutenir les conseils citoyens. Je salue à mon tour François Lamy. Je fais partie de ceux qui, en 2014, ont eu la chance de contribuer à l'écriture de cette loi. C'était une vraie innovation. Elle est où la capacité d'innovation aujourd'hui dans nos quartiers? Après l'enterrement de première classe du rapport Borloo, moi, je le dis clairement, il y a une absence totale d'ambition de ce gouvernement sur les quartiers. Et ça, c'est une faute. Ça, nous, on doit s'y opposer. Mais on doit aussi proposer, d'où effectivement mes propositions de tout à l'heure, assumons une demande d'évaluation de la loi Cazeneuve, assumons le récépissé d'identité, assumons l'intégration des collèges privés à la mixité scolaire, assumons plus de moyens de fonctionnement, assumons plus de cours de français parce que ça fait partie des conditions sine qua non de l'intégration et osons porter ces sujets. Je reviens d'un mot sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur les quartiers périphériques et les quartiers politiques de la ville. C'est essentiel. C'est absolument déterminant parce que parfois on se bataille entre nous sur ces sujets. Tu l'as dit, Lounès, tout à l'heure, je préside France Urbaine. Quand je dis que je préside cette association des grandes villes de France, on y travaille avec Mickaël et bien d'autres, certains copains, y compris dans le parti, peuvent avoir cette idée de dire c'est la France des riches, la France des métropoles. France urbaine, c'est 2/3 des pauvres de ce pays. Alors quand on répète en permanence que les grandes villes sont riches et que les territoires ruraux sont pauvres, d'abord c'est une insulte à une partie des territoires ruraux qui sont en dynamique, mais c'est aussi dire aux habitants de Vaux-en-Velin, de Montpellier, de Rennes, de Nancy ou de Nantes, de nos quartiers, qui sont invisibles aux yeux de la République. Notre responsabilité politique et morale, c'est d'aller chercher la France périphérique et la France des quartiers. Et ma conviction profonde, c'est qu'on reviendra aux responsabilités nationales quand on aura su reconquérir la France périphérique et la France des quartiers. Comme tous les Français, en fait, ils attendent deux choses. De la protection pour aujourd'hui et de l'émancipation des perspectives pour l'avenir. Et aujourd'hui, le gouvernement ne leur apporte ni l'un ni l'autre. Merci Johanna. Je passe la parole à Fathia qui avait demandé aussi. Oui, j'aimerais vous poser une question à tous autant que vous êtes. Une question sans tabou, en toute transparence. Pour vous, quel rapport les quartiers populaires, donc les quartiers dans lesquels moi j'habite en tout cas, entretiennent avec la République et vice-versa? Quel est le regard de la République sur ces quartiers? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, en Seine-Saint-Denis, j'ai 40%, 43% de quartiers politiques de la ville. Voilà, donc c'est énorme. Presque un quartier sur deux est politique de la ville. En Seine-Saint-Denis, alors on va prendre l'éducation. À chaque rentrée scolaire, il manque des centaines d'enseignants. Les enseignants les néo-titulaires ne viennent même pas prendre leur poste. Dans un seul établissement, le lycée Gustave Eiffel à Gagny, il manquait 13 enseignants la rentrée dernière. Comment voulez-vous qu'on se sente citoyen de la République quand on arrive chez un médecin généraliste et qu'on nous dit « on ne prend plus de patients, madame, on ne prend plus de patients ». Et c'est systématique. Il manque 30% de médecins en Seine-Saint-Denis et 43% de médecins généralistes. Quand on voit le tribunal de Bobigny se mettre en grève, des magistrats qui se mettent en grève, c'est exceptionnel. Parce qu'il manque en moyenne 30% de magistrats pour faire fonctionner le tribunal. Est-ce qu'on est encore dans la République? Quand une femme divorce de son mari ou vice-versa et qu'elle doit attendre entre 18 mois et 24 mois pour savoir si elle va avoir une pension alimentaire et si elle va pouvoir avoir la garde des enfants, on n'est plus dans la République. Quand à Paris, pour la même situation, on attend 2 à 3 mois. Voilà. Donc à Paris, on attend 2 à 3 mois. En Seine-Saint-Denis, on attend 2 ans pour pouvoir divorcer.
c'est une question, c'est une vraie question. Alors, si vous voulez, Hélène, je peux dire autrement ce que j'ai dit tout à l'heure. En Seine-Saint-Denis, est-on vraiment citoyen français? Quand, en fait, le droit commun est dans une telle situation de carence, je vous rappelle quand même que le droit commun, c'est le minimum que l'État doit apporter à tous les citoyens sur tous les territoires. Hier, je disais à une formation FNESER, et ça m'amusait beaucoup, je disais la politique de la ville, c'est la cerise sur le gâteau, sauf que nous, en Seine-Saint-Denis, on n'a pas de gâteau. Voilà. Donc, on n'a pas de cerise non plus. Donc, on fait avec quelques ingrédients que l'État nous donne, et puis on fait avec, et on fait une espèce de mixture, mais alors sans cerise. Hein. Je suis ravie que François Lamy soit là aujourd'hui, parce que moi, j'ai une proposition à faire, et puis je m'arrêterai là. Moi, ma proposition, c'est... Aujourd'hui, quand j'ai suivi les débats pour les présidentielles, je n'ai pas entendu parler de politique de la ville. Ce n'était pas un sujet politique, en fait. C'est devenu autre chose qu'un sujet politique. C'est devenu une espèce de sujet de budget fléché qui, parfois, souvent, en tout cas en Seine-Saint-Denis, c'est le cas, bouche des trous. Voilà, bouche les trous de l'État. Moi, je fais une proposition. Je demande à ce qu'on refonde, à une refondation de la politique de la ville. Et pourquoi pas à des états généraux de la politique de la ville. Faisons vraiment une vraie... Pourquoi ça s'appelle politique de la ville? Parce qu'il y a une notion de politique. Et on l'a oublié aujourd'hui. Macron ne parle plus de ce sujet parce que c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Et malheureusement, même nous, à gauche, je suis désolée, on n'a fait aucune proposition pendant les présidentielles. Or, aujourd'hui, il y a eu les émeutes, et c'est un sujet, vous voyez, là, il y a du monde, on en parle. Moi, je vis au quotidien avec les jeunes de cité, parce que j'ai été prof en Seine-Saint-Denis pendant quand même 30 ans. J'ai vu ces jeunes se sentir malheureusement toujours exclus, révoltés, mal dans leur peau, mal dans la France. Et je le dis aujourd'hui, la politique de la ville, c'est une solution si elle est refondée. Merci. Mickaël, je voulais... Trois choses. D'abord, une petite mise en garde politique collective, en fait. En écoutant ce débat passionnant, en fait, comment on peut s'adresser à ceux qui sont victimes d'inégalités territoriales, sociales, qui les cumulent, à l'image de la Seine-Saint-Denis, où j'étais enseignant aux 3000, enfin, j'en avais parlé, bon, où c'est très dur, et effectivement, on cumule les inégalités. Il y a ceux qui vont jouer sur les peurs. Vous voyez, ils sont là, on voit bien l'extrême droite. On voit bien que la droite républicaine va jouer, ça suffit la repentance, machin, alors que les questions de mémoire sont importantes, et je viendrai sur comment faire France. Mais aussi dans la gauche, il y a ceux qui vont essayer de cultiver le communautarisme. Moi, je le dis, hein, je ne comprends pas qu'on assigne la religion en parlant des habitants des quartiers populaires. On flatte un communautarisme. Je pense que nous devons l'appréhender sur la question sociale en termes de droits et de devoirs, surtout de droits. Et quand tu appelles à des états généraux, à une refonte de politique de la ville, c'est quelque chose de fort que nous devons impérativement porter. Ça doit être un des messages de cette université d'été, parce que c'est pas il y a eu les émeutes et on passe à autre chose. Il doit y avoir une ambition forte pour que les opérations d'ANRU aillent plus vite, pour que les moyens, pour ceux qui en ont moins, soient plus importants, pour que sur la question scolaire, parce que je veux la traiter, on discutera, Johanna, parce que moi, les histoires du privé, tu sais, je suis vieille école, Troisième République, parce que j'aimerais que le nouveau ministre de l'Éducation, sur lequel nous fondons peu d'espoir, pour qu'il fasse bien, mais quand même... Non, on le taille, on n'applaudit pas quand on le taille. Mais sur lequel nous fondons peu d'espoir, mais moi, je rêve de revoir la circulaire de Najat, Najat Vallaud-Belkacem, pardon, c'est une très grande ministre de l'Éducation nationale, mise en cause pour ce qu'elle était et pas ce qu'elle faisait. C'était ça, le débat de la droite. Et avec ici Sébastien Vincini, je vous invite à aller discuter avec lui. Les opérations, on a donné aux collectivités territoriales des moyens pour travailler de manière agile sur la carte scolaire, pour détruire des établissements, les construire ailleurs. Je vais prendre un exemple d'un vieux mythe français, l'école de Jules Ferry. L'école, elle est au cœur du village, elle est au cœur du quartier. Mais quand le quartier il est ségrégué et que l'école elle est au cœur,
Ben, courage Georges pour aller chercher la mixité. Et donc, par exemple, à Montpellier, nous, on a décidé de construire les écoles en lisière des quartiers pour travailler sur la mixité. On a fait ce que Sébastien fait, qui est absolument remarquable, c'est le busing. Hein, je prends cela pour amener, et on a des résultats à 3-4 ans excellents en termes de progression des élèves. Et là, il y a un enjeu. Mais pareil, tu l'as très bien dit, Johanna, le débat sur la mixité scolaire, il est très dur parce que ce sont nos propres électeurs, parfois nos propres élus ou nos propres militants, qui eux-mêmes regardent un peu leur pompe parce qu'ils ont peur. Et donc nous, on doit travailler cette confiance. Et dans la nouvelle politique de la ville à refonder, la question scolaire doit être centrale, comme le soutien scolaire doit être public et laïque, parce que sinon, l'offre n'est qu'exclusivement confessionnelle, c'est aussi une réalité. Question scolaire tout aussi importante, et je reprends ce que tu as dit. À l'Élysée, quand on a été reçu, il y a quelque chose, je pense, ça n'a pas été relevé, mais au moins je vais le dire là, moi qui m'a glacé. Notre collègue maire Jeanne Barséguian fait une intervention, 3 points. Point 1, je ne sais plus, point 2, très bien. Point 3, elle dit, monsieur, comme toi, Johanna, Monsieur le Président, il y a un sujet sur le racisme. Il y a quand même 3 connards dans la salle qui ont hué. Et le président ne s'est pas levé pour dire « mais attendez, ça, c'est pas négociable ». Et aujourd'hui, la question de la bataille culturelle, de la lutte contre le racisme est un enjeu. Ce sont le JDD et ses propos dégoulinants. Et nous devons rappeler, puisque tu faisais référence aux 2 abolitions, cette phrase de Lamartine. « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ». Nous ne pouvons pas continuer à accepter cette banalisation du racisme. Cela nous oblige dans nos postures politiques, dans les leviers d'action politique. Et ça nous oblige enfin à terminer. Nous sommes fiers de nos couleurs. L'équipe de France, elle est géniale. Mais les magistrats, les policiers, les professeurs, les cadres de l'administration centrale, ils ont plutôt la couleur du milieu du drapeau tricolore. Et aujourd'hui... Politique aussi, parfois. Mais tu as raison. Tu as parfaitement raison, madame. Mais on peut continuer. Un directeur d'hôpitaux, général, chef d'état-major, etc. Vous regardez aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ces sujets-là ne se posent pas, ont été réglés. Et je vais vous le dire. Non, attends, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais attends. Il faut 1h30 en plus. Oui, mais enfin, ils ont quand même élu un jour. Non, mais... OK. Mais nous, il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les processus d'identification d'un certain nombre de jeunes, alors moi je ne rentre pas dans votre débat, mais quand même, sur la promesse républicaine qui est d'arriver au plus haut de ce qu'on appelle l'ascenseur social ou de l'escalier républicain, c'est vrai que dans ces quartiers, et surtout en fonction de sa couleur et de ses origines, c'est difficile. Et là, nous avons un enjeu, c'est faire France. Faire France en montrant qu'il y a des trajectoires de possibles, qu'il y a une promesse française, que cette promesse émancipatrice, et que ce n'est pas la couleur de peau ou l'origine géographique ou territoriale qui détermine. Le projet républicain, c'est sur la base des compétences. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas le droit de faire des statistiques ethniques, et je n'y suis pas favorable, mais quand même, quand on regarde d'un coup de nos yeux, on constate qu'il y a quand même un problème. Alors, je crois que là aussi, il y a une des pistes de travail. Quand nous, au moment des émeutes, on consultait les associations, il y avait plein de gens qui nous disaient, qui me disaient, mais monsieur le maire, montrez pas ceux qui cassent, montrez ceux qui ont réussi. Parce que ça permet de permettre à des enfants, dans les écoles, dans les collèges, de se dire « je peux être cela, je peux être polytechnicien, je peux être ingénieur, je peux être procureur ». Et on a aussi besoin de tenir ce propos positif, de projection, parce qu'on peut aussi montrer, parce que la France, elle donne des opportunités de réussite. La question, c'est comment nous les amplifions. Et peut-être le débat des futurs états généraux de la politique de la ville, ce qui me permet moi aussi de saluer le grand ministre François Lamy, regretté, parce que tu as vu ce qu'on a récupéré là. Voilà. Merci Mickaël. Visiblement, on est tous là pour François Lamy, ce soir, qu'on salue encore une fois. Avant de conclure, parce que je sais qu'il y a une table ronde qui a lieu juste après, et
qu'on est déjà presque un peu en retard. Je voudrais, puisqu'on parlait de Faire France, et Faire France, c'est aussi faire vivre et rendre accessible un patrimoine commun. Et Abdellah, par d'abord un projet associatif local, puis qui s'est nationalisé, porte aussi ce projet-là, avec, vous en avez sûrement entendu déjà parler, la dictée pour tous. Cet exercice parfois un peu rébarbatif lorsque l'on est à l'école primaire. Vous en avez fait finalement un exercice de partage et de promotion de la littérature pour tous finalement. À la base, quand j'ai organisé cette première dictée, depuis l'âge de mes 16 ans, j'organisais des actions dans mon quartier. Et les mamans du quartier, quand j'ai fait la distribution de fournitures scolaires, ils m'ont dit « Abdellah, ça serait bien que l'année prochaine, tu nous fais une action autour de l'orthographe. » J'ai sous-estimé le quartier, j'ai mis 40 chaises. On s'est retrouvé à 250 participants. Grâce aux réseaux sociaux et aux médias, il y a une sollicitation un peu partout dans la France. J'ai pu aller dans plusieurs villes, que ce soit à Vaux-en-Velin, à Nantes, aussi Montpellier. Et j'ai rencontré des structures sérieuses. Moi, mon ambition, quand je faisais des actions dans mon quartier, c'était toujours de valoriser le quartier, valoriser l'image, valoriser les habitants. Et en rencontrant différentes structures dans différentes villes, j'ai délégué le concept pour qu'ils vivent sans moi, que ce soit à Faites le Mur ou ailleurs. Et de plus, ce que j'ai remarqué et constaté, malheureusement, c'est qu'on avait un privilège, nous, à la ville d'Argenteuil. C'est qu'on a grandi au milieu du quartier de la Dalle avec une bibliothèque. On a eu là accès à la culture gratuitement. Et malheureusement, je vois dans différents quartiers, dans différentes villes, ils n'ont pas les mêmes moyens, où la bibliothèque est dans le centre-ville. Ça ne donne pas cet accès à la culture pour tout le monde. Et que ça soit même pour les enfants qui puissent trouver un lieu pour aller lire ou faire du soutien scolaire ou ailleurs. Donc, la République, je lui dois par rapport à l'école, je dois par rapport à la ville ce que j'ai eu, c'est-à-dire d'avoir cet accès à la culture gratuitement, de pouvoir lire et écrire, d'avoir un bon cadre et d'être bien structuré. Mais moi, je voulais revenir surtout parce qu'on parle de sécurité, on parle de problématiques dans les quartiers et on parle de solutions, comme les différents maires en ont parlé. Malheureusement, ce qui m'attriste, c'est qu'on réagit toujours sous l'émotion. C'est quand il y a les émeutes, c'est quand il y a un fait grave, il y a de la violence, on parle de rapport police-jeunes, de la présence de la République sur tous les territoires. Et je pense que s'il y a un travail au quotidien qui serait fait, quand il y aurait certains faits, il y aurait moins de tensions, moins de plus grande violence ou autre. Mais on ne peut pas dire que c'est uniquement la police qui doit résoudre les problèmes. Je pense que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice à la République, que ce soit la police nationale, municipale, que ce soit des services de médiation, mais aussi d'avoir un tissu associatif assez riche, pas uniquement dans le sport, que ce soit sportif, culturel, autre, et que la formation, et surtout, ne pas oublier les jeunes. Merci beaucoup, Abdellah. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Michael, Johanna, Fatia, Sandrine. Je vais conclure parce qu'on me fait signe qu'il faut conclure. Et pour avoir œuvré à l'organisation des universités pendant quelques années, je sais que le timing est quelque chose de précieux. Je voulais remercier nos intervenants, vous remercier. Je crois que la dernière intervention d'Abdellah répond à une question moi, qui m'a souvent été posée lorsque j'ai fait quelques plateaux en tant que porte-parole pendant les émeutes. Faut-il reconstruire les bâtiments publics? Faut-il reconstruire la bibliothèque qui a été brûlée au milieu du quartier? Je crois que finalement, il n'y a pas d'autre choix parce que la culture est un bien public. Nous devons, en tant qu'élus, rendre le plus partagé possible. Et c'est finalement un des services publics que l'on doit apporter au cœur de ces quartiers, ne pas faire en sorte qu'ils soient enclavés, mais en tout cas que cela soit présent. Et je crois que des initiatives comme celle-ci, des initiatives comme on en a dans nos collectivités portées par le tissu associatif, il est souvent trop peu remercié
et je crois que c'est important de dire qu'ils sont un levier d'énergie positive dans nos villes et dans nos quartiers. Je vous remercie pour la qualité de ce débat, pour ces échanges, l'écoute entre vous. C'était très appréciable. Je crois que ça a été apprécié. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente université d'été. Merci beaucoup.